au bureau du syndicat des généralistes CSMF. Et on va parler là, en ce moment, de quelque chose qui est tout à fait capital, qui est comment développer la culture du don. On a parlé de la communication, on a parlé de l'acceptation par les donneurs ou par les receveurs des greffons. On a parlé de la sensibilisation des différents publics. Et après la gouvernance, je pense que ça fait partie des autres points qui sont des points majeurs à aborder. Cette culture du don, elle est tout à fait essentielle. Et je passe la parole tout de suite à Pierre pour qu'il puisse reprendre les points du manifeste, les propositions, et qu'on puisse intervenir ensuite sur ces différents points. Oui, vaste sujet, culture du don. On était beaucoup dans les hôpitaux jusqu'à cette dernière table ronde aussi, tout à fait intéressante. Et maintenant, on va essayer de se rapprocher plutôt du grand public, qui va nous permettre d'aborder le sujet sur la culture du don. Tout à l'heure, notre président a parlé de réinjecter la culture du don dans notre pays. Moi, je parlerai simplement d'injecter cette culture du don, parce qu'on est un petit peu dans le désordre dans cette discipline de cette culture du don. Et on a travaillé dans ce groupe culture du don, on a travaillé sur 3 axes très importants. Les outils de communication, ça c'est une première chose. L'information et l'éducation. On a eu la chance, avec l'intermédiaire de Francis Pic, d'interviewer une dame qui était au Canada, qui s'occupe d'informer, de sensibiliser les jeunes sur la culture du don, et qui nous disait, en fait, dans notre société, on a 2 choses à s'occuper. C'est la santé, et Dieu sait que de ce qu'on vient de traverser et ce qu'on traverse encore, la santé est très importante pour tout à chacun, et l'éducation. C'était 2 gros thèmes, en fait, qui rapprochent les gens et qui interpellent les gens. Sur les travaux qu'on a effectués avec le groupe Culture du Don, que je remercie d'ailleurs d'avoir pris de leur temps et puis de leur énergie pour passer plus d'1 an à travailler sur le sujet, on est parti tout d'abord en termes de communication sur une communication commune. Il s'avère que, sans faire l'état de ce qui se passe actuellement, on travaille toutes les associations, l'ABM, qui que ce soit, en termes de communication. Il y a beaucoup de communication, ça part dans tous les sens. Beaucoup de choses sont éditées, beaucoup de choses sont filmées, mais en matière de communication, on est un petit peu dans le fouillis un petit peu artistique. J'entends, même si c'est toujours efficace, ça ne sera pas suffisamment efficace si on continue comme ça, avec du rouge, avec du bleu, avec du noir, avec du jaune, avec des chartes graphiques complètement différentes. On ne sait plus où on en est, le grand public, il ne sait plus où il en est. Il reçoit des tas de documentation de nous, de notre association, d'autres, de France Adot, de l'ABM. Et on est parti sur quelque chose de commun, en fait. Il fallait qu'on se rassemble. Comme on s'est rassemblé avec toutes les associations, avec le collectif Greffe Plus, ça c'est merci Jean-Pierre, c'est une parfaite réussite et qui nous rend plus forts. On a voulu quelque chose de commun qui rapproche tout le monde. Et on est parti sur ce ruban vert, dont je parlerai tout à l'heure, mais on est parti aussi sur une communication commune. Sans bouleverser ce qui se passe actuellement, parce qu'il ne faut pas changer non plus les habitudes, il faudrait qu'on travaille sur une documentation qui soit, qui soit à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Tout ce que je vais dire, de toute façon, c'est lié à une future gouvernance, hein, sinon on n'y arrivera pas. C'est établir une documentation, un prospectus, peu importe, on peut voir toutes les idées, mais qui ait la même couleur, qui ait la même charte graphique, et qui soit ludique, attractif, qui fait un rappel à la loi. Ça, il faut qu'on en discute autour d'une table et qu'on travaille sur quelque chose de très attractif, lisible. Et puis, travailler aussi sur la diffusion de ce document, mais à grande échelle. Et quand je dis à grande échelle, c'est à grande échelle. C'est-à-dire que c'est des documents qu'on pourrait retrouver dans les établissements scolaires, dans les salles d'attente de médecins, dans les salles d'attente de kinés, chez le pharmacien. Et il y a un gros travail de diffusion à faire sur cette documentation qui lirait tout le monde et qui soit commune à tout le monde. On voit la même chose, la même couleur, la même présentation, et il nous semble essentiel d'aborder ce sujet avec beaucoup de sérieux. Avec dessus, sur des
cette communication, un QR code. Maintenant, il faut travailler avec les moyens modernes qu'on a, un QR code qui pourrait nous amener directement sur le site du don d'organes qu'on connaît bien. Voilà, et puis ensuite, c'est aussi une com qui pourrait être adaptée au public multiculturel, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet sur lequel aussi on peut se pencher. Donc cette communication commune, on y tient vraiment. Le ruban vert, qui est aussi un symbole, on a réfléchi sur un symbole avec France Adot, avec toutes les associations, on a réussi à trouver la mise en place, à mettre en place ce ruban vert, quelque chose d'exceptionnel. On l'a mis en place en 2019, ça a eu un succès de dingue. Mais ce ruban vert, il ne faut pas simplement l'afficher. Alors, il est affiché aujourd'hui, et merci de tous porter ce ruban vert, mais il ne suffit pas de l'afficher, notamment sur la journée nationale du don d'organes, par exemple le 22 juin, ou la journée internationale du 17 octobre, et puis ne plus mettre le ruban vert visible de tous. Il faut que ça aille plus loin, il faut que ce soit affiché sur tous les supports, il faut que ce soit affiché sur les écrans de télévision. Alors là, pour le coup, sur des journées nationales ou internationales, il faut absolument, au même titre que le sida, au même titre que le cancer du sein, au même titre que le Téléthon, qu'on apparaisse sur cet écran de télévision avec ce ruban vert. Alors ça paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme dans le ressenti des gens. Ça, on en est persuadé. On a aussi abordé les médias, parce que les médias, il faut en faire des acteurs des médias. Il faut en faire des acteurs, pas simplement des gens qu'on va solliciter pour nous faire un article le 22 juin ou le 17 octobre, mais que toute l'année, on puisse les alimenter de chiffres, de progression ou de négatifs, peu importe, mais il faut que les gens, les journalistes, dans chaque rédaction, télévisuelle, presse écrite et autres, il y a toujours un correspondant santé. Il faut qu'on s'approche de ces gens-là, il faut qu'on puisse avoir une stratégie d'information permanente vis-à-vis de ces gens-là. Et on allait même à vouloir créer une cellule de presse qui se ferait, évidemment, si on avait cette fameuse gouvernance. S'approcher aussi des influenceurs, faire des partenariats avec les influenceurs. Là aussi, il faut ouvrir avec son temps, avec l'objectif de toucher les jeunes pour alimenter et nourrir vraiment une vraie culture du don. Il faut aussi passer par là. Et c'est une excellente transition, ce que je viens de vous dire, en parlant des jeunes, puisqu'il y a un gros sujet, c'est l'éducation nationale. C'est quelque chose qui nous touche absolument. Et là, c'est un petit peu notre nerf de guerre aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose à l'éducation nationale. Il faut inclure le sujet du don d'organes dans le milieu scolaire pour un enseignement obligatoire. Ça rentre donc dans un programme scolaire. Alors, on s'attaque à un monstre, hein, effectivement, mais c'est possible. C'est possible parce que sous le couvert de Greffe Plus, on a réalisé un projet pilote qui a eu lieu à Chambéry avec un suivi de classe de seconde, première, terminale, avec un rapport qui est absolument exceptionnel sur les retours que nous en avons. Il faut faire de nos jeunes des responsables et des messagers. C'est eux les messagers du don d'organes. C'est pas nous là, nous on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Mais les jeunes, si on instaure une culture du don à l'intérieur des établissements scolaires, eux, ils vont passer des messages. Ils vont passer des messages parce qu'on va les aider, parce qu'on va les faire travailler sur des travaux pratiques à la maison pour essayer de rapprocher leurs proches, leurs familles. C'est comme ça qu'il faut aborder les sujets. Il faut que ces sujets soient pédagogiquement ludiques et intéressants. Et c'est possible. Donc ça a été fait, donc c'est possible. On a vu la disparition du manuel scolaire au niveau des troisièmes, en classe de troisième en 2015. Ça a ému personne, même pas nous d'ailleurs, on est un peu fautifs aussi. Mais on a retiré le sujet du don d'organes sur les classes de troisième sans que personne s'en émeut. Et ça, on a une grosse lacune aussi de ce côté-là. Plus rien n'existe d'obligatoire et d'affiché sur le don d'organes dans les milieux scolaires. Plus rien. Les gens font des séances, évidemment, mais quand ils reçoivent des associations, d'ailleurs, beaucoup d'établissements reçoivent des associations, mais c'est un peu léger. Et nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de récurrent et de programmé et d'obligatoire, je répète. Le collectif Greffe Plus, on a fait des préparations, on a beaucoup réfléchi avec l'éducation nationale. Il faut qu'on réfléchisse avec l'éducation nationale. Il faut emmener l'éducation nationale avec nous, avec le couvert du ministère de la Santé, avec le couvert de la cellule gouvernante qu'on veut absolument mettre en place. Et ça, c'est important à pouvoir fonctionner comme ça avec l'éducation nationale. J'essaye d'aller vite pour laisser la parole, évidemment, mais on a aussi le renforcement de l'enseignement en milieu universitaire. C'est une catastrophe.
c'est une catastrophe, à commencer par les facultés de médecine. Le don d'organes n'est pas abordé, ou très peu. On va dans des écoles d'infirmières, les infirmières ne connaissent pas le don d'organes, c'est absolument ahurissant ce qui se passe dans l'enseignement justement de ces gens-là, alors qu'ils sont au cœur du problème. Culture du don aussi dans les hôpitaux. Alors, il faut inclure cette culture du don dans les hôpitaux, c'est indispensable. Mais le seul qui pourra donner une émulation collective dans les hôpitaux, c'est le directeur de l'hôpital. Ce n'est pas simplement les équipes de coordination qui font ce qu'elles peuvent. Il faut instaurer une culture du don à l'hôpital par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital. C'est le seul qui va créer une émulation dans ce type et qui va, sans se limiter aux équipes de coordination, mais à tous les services de son établissement. Après, il y a l'information du grand public, évidemment, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. C'est dans le manifeste. Vous pourrez le consulter quand vous aurez accès au manifeste. Et également, on rajoute aussi un mot sur le rôle des médecins. Les médecins généralistes, chez eux, les libéraux, etc. Il faut qu'ils puissent informer les gens sur le don d'organes, ça me semble essentiel, donc se rapprocher peut-être de l'ordre des médecins. Il y a des tas de solutions qui existent, et il est impensable de ne pas trouver de solution là-dessus, qui ne coûterait pas cher, mais grâce à la documentation, communication commune qu'on pourrait faire, on pourrait accéder à ce genre de choses. Et puis il y a un sujet aussi important, on parlait s'intéresser aux receveurs d'organes, ceux qui ont été greffés. Je ne suis pas sûr qu'on n'en parle pas suffisamment, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, ici, il y a énormément de greffés. Le but aussi, c'est de donner la parole aux donneurs, aux familles de donneurs, et l'accompagnement des familles. Je pense que c'est très, très important. Il faut leur donner la parole. Il faut trouver des solutions aussi pour qu'ils se sentent rassurés par rapport aux greffons qu'on a récupérés chez leur fils, chez leur fille. Il faut les rassurer. Pourquoi ne mettrons-nous pas en place un courrier signé du président de la République, je vais loin dans mes propos, mais un courrier de remerciement, alors on pourrait tourner ça, un courrier évidemment qui serait universel peut-être, mais ciblé, personnalisé, en s'adressant à la famille, en leur disant merci du geste que vous avez fait, ça me paraît aussi très important. Avec un soutien naturellement psychologique aux familles, et puis garder le contact aussi avec les proches, avec la famille des donneurs, ne pas attendre que ces familles appellent l'hôpital pour avoir des renseignements peut-être sur le receveur qu'il y a eu, mais c'est aussi leur donner plus de matière à se rassurer, parce qu'ils en ont besoin, pour les avoir interviewés, ils en ont besoin. Et surtout leur donner la parole, parce que je pense que c'est très important. Alors comment faire tout ça? Tout est détaillé dans le manifeste. Comment faire tout ça? En s'appuyant sur cette future et indispensable gouvernance qui établira une ligne de conduite avec une certaine autorité et mettre en place les choses justes et vraies pour que des gens qui sont en attente de greffon et qui meurent parce qu'ils attendent un poumon, parce qu'ils attendent un cœur, puissent avoir ces greffons qui sont là, qui sont disponibles, parce qu'on sait pertinemment qu'on a ce qu'il faut pour sauver ces vies. On a trop de personnes qui meurent chaque année faute de greffons. Alors moi j'en sais quelque chose personnellement, mais on se bat pour que je crois qu'on est autour de 700 ou 800 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas les greffons, alors qu'on les a potentiellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Pierre pour cette fixation d'objectifs qui est très claire. Après, il va falloir les mettre en place. Thomas, on a parlé justement ce matin beaucoup des ARS, dans le bon sens, en disant il faut qu'on ait dans la chaîne de commandement, on ait un chef d'orchestre, il faut que quelque part, quand on voit en particulier les disparités régionales en ce qui concerne les dons et les greffes, il y a très certainement un rôle de l'ARS à jouer. Il y a une demande qui est faite, qui est celle de dire il nous faudrait un référent greffe dans toutes les ARS pour qu'on puisse avoir justement un guichet unique pour discuter. C'est des personnes qui peuvent également se mettre en contact avec les familles, les associations, les élus locaux, pour organiser justement toute la prise en charge. Donc il y a un rôle de l'ARS qui est attendu, souhaité, qui est divers en fonction des différents territoires. Ça a été aussi constaté. Qu'est-ce qu'un directeur général d'ARS peut faire justement pour favoriser cette culture du don et pour faire en sorte qu'on crée cette alliance, cette communauté
autour du don d'organes et de la greffe pour faire en sorte que ça fonctionne. Merci beaucoup. Et puis je tiens à saluer les propos de Pierre Lemarchal, parce que je pense qu'il a en tout cas soulevé beaucoup de points d'appui. Moi, ça m'est venu derrière comme autant d'idées sur lesquelles on va pouvoir essayer de s'appuyer pour poursuivre les efforts. Alors moi, je vais modestement vous faire un petit peu le témoignage d'une région, la Normandie, qui est une région qui n'est pas parmi les meilleures aujourd'hui en termes de prélèvement, qui greffe pas mal, mais qui ces dernières années connaît quand même un certain effort pour maintenir le cap, et y compris, j'y reviendrai, dans le cadre de la crise sanitaire, il y a quelque chose qui est assez visible dans justement le maintien de l'attention à ce sujet du prélèvement et des greffes. Même en contexte difficile, effectivement, on peut continuer à essayer de monitorer la situation et de maintenir l'effort. La Normandie, c'est une région qui greffe beaucoup plus qu'elle ne prélève. Et qui, aujourd'hui, au sortir de la crise, se distingue par finalement des greffes qui ont assez peu baissé par rapport aux années antérieures. Alors, encore une fois, je le dis avec beaucoup de modestie, parce que c'est d'une part les acteurs qui font cette activité, et puis par ailleurs, on est sur une région, encore une fois, qui n'est pas parmi les plus greffeuses. Mais 9% de baisse, là où en France, globalement, c'était 26% durant la crise sanitaire. Et sur une région qui n'a pas été moins touchée que les autres par les différentes vagues. Et donc, puisqu'elle grappille un petit peu des places en termes de greffe, effectivement, la culture du don, aujourd'hui, est très, comment dire, un sujet très pertinent à aborder en Normandie, dans la mesure où il va bien falloir à un moment aussi qu'on rattrape sur le don cette activité qu'on est en train de prendre sur la greffe. Moi, je voudrais souligner d'abord, ça a été dit, il faut sortir du champ de l'hôpital et quand même d'abord redire quand même que ce sont nos équipes de coordination hospitalière qui sont aujourd'hui les fers de lance avec vous, les usagers, avec les associations et qui agrègent un petit peu l'ensemble des actions autour de la suscitation de ce geste, effectivement, parmi le plus noble qui soit, que de donner soit l'un de ses organes, soit d'accepter que l'un de ses proches soit donneur après sa mort. On a deux initiatives en Normandie. Alors c'est une région qui est assise sur deux subdivisions, hein, c'est deux ex-régions, l'ex haute, l'ex basse, donc la subdivision de Rouen, la subdivision de Caen. Deux initiatives qui petit à petit commencent à prendre pas mal d'ampleur. Donc du côté de Caen, c'est les DOTIS, c'est les dons d'organes et de tissus, et qui organisent un certain nombre d'événements, j'y reviendrai. Du côté de Rouen, c'est une initiative qui s'appelle les Normands ont du cœur. On a aujourd'hui, grâce à ces deux points d'appui, en fait, pilotés par les coordinations hospitalières, comment dire, quelque chose qui nous permet de tendanciellement essayer de lutter contre le refus, de lutter contre effectivement le manque d'information, et de petit à petit acculturer la population. On a, en termes de dons, une région qui, enfin je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais vous donner le chiffre, a du progrès à faire. Elle est à peu près 45 donneurs par million d'habitants. Il y a couramment des régions qui sont à 60, 70, 80. Le fait quand même assez rare, c'est que l'an dernier, durant la crise sanitaire, ça a progressé. En Normandie, on a continué à progresser, là où partout ailleurs, en général, ça a diminué, et le taux de refus a baissé également. On était passé en 2020 à un taux de refus de 31%, qui est proche de la moyenne, je crois, nationale. Mais auparavant on était à 33, donc on a un petit peu diminué malgré le contexte de crise sanitaire. Et donc la question, c'est un petit peu d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces résultats qui, à leur mesure, sont plutôt bien en termes de progression. Alors évidemment, il y a l'info de la population et la communication. Donc je reviens à mes deux coordinations hospitalières qui travaillent en lien étroit avec les associations. Alors moi, je note effectivement le collectif Greffe Plus. Je pense que ce sera très bien voilà, d'en tirer petit à petit les bénéfices en termes de cohérence d'ensemble. Mais
les dotis, donc en fait c'est dons d'organes et de tissus, c'est pour l'ex-Basse-Normandie, c'est un réseau finalement qui est devenu un organisateur courant d'événements. Bon, il y en a beaucoup dans ce cas-là, donc le terme dotis est décliné à l'infini, donc en ce moment on est dans les dotis run, puisque ce sont des courses qui sont organisées un petit peu partout dans les territoires, et pas seulement dans les grandes villes, vraiment avec le souci de toucher les territoires les plus profonds, et avec aussi des actions, mais je pense que le collègue du ministère de l'Éducation y reviendra, mais envers les lycées, les associations et les journées citoyennes aussi de la défense pour les jeunes qui sortent du lycée. Ce que je veux dire, c'est que là, on a dans le contexte un petit point d'appui intéressant avec le fait que finalement la crise sanitaire du Covid nous a fait travailler beaucoup plus ensemble. Les ARS, les rectorats se côtoient beaucoup plus maintenant qu'ils ne se côtoyaient finalement avant la crise. On peut regretter que ce n'ait pas été le cas suffisamment avant, mais je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose qui a vocation à nous aider pour derrière embarquer un certain nombre de messages supplémentaires, et celui des greffes et du don est certainement un message prioritaire entre tous. L'autre aspect sur l'information et la communication, c'est le travail. On n'a pas beaucoup parlé ici, mais avec les collectivités. Là aussi, la crise sanitaire a été un accélérateur de faire ensemble État, collectivités, associations, établissements. Et les collectivités territoriales, une fois qu'on a trouvé un petit peu le moyen de travailler ensemble, c'est pas forcément évident, il y en a beaucoup, communes, EPCI, départements, régions, et comment elles ont parfois des manières de réseauter qui sont pas toujours lisibles de l'extérieur, mais comme on a finalement eu avec la crise sanitaire à travailler ensemble, c'est aussi un point d'appui intéressant. Et moi je note que par exemple les Dotis et les Normands du Cœur, pareil du côté de Rouen, sont maintenant en contrat avec 10, 15, même 20, je crois pour l'une d'entre elles, communes, pour amplifier leurs actions en lien avec ces collectivités. Et il était question de reconnaissance. On a des exemples dans la région, par exemple, de lieux de reconnaissance alors collective. C'est pas les courriers individuels, mais si vous allez à Avranches, il y a le Jardin des Passeurs en pleine ville, qui est un très très beau lieu d'hommage aux personnes qui ont contribué aux dons et pour saluer leur action. Donc ce travail avec les collectivités, là aussi, sans tout repeindre évidemment en rose, mais partons du principe qu'il est un peu plus facile à faire maintenant qu'il ne l'était peut-être auparavant. Le rôle du premier recours également, alors il en a été question dans la précédente table ronde, vous l'avez dit également, les médecins de premier recours, c'est évidemment, c'est presque l'élément certainement central sur lequel la culture du don peut reposer demain. C'est eux qui peuvent amener le premier germe de la réflexion chez leurs patients et en fait systématiser la question. C'est ça qu'on aimerait, enfin, avec l'espace numérique patient pour le consigner, mais il faut aussi, il y a de l'humain derrière, il faut que les médecins généralistes acceptent de faire de la question du don et de ce consentement au don un élément incontournable de l'entretien avec tout patient qu'ils vont prendre en charge. Et hier, on voyait, nous, l'URPS médecin de la région qui était tout à fait en phase avec cette idée. Après, il faut de l'intention à la réalisation, il y a du temps, mais il y a certainement, là aussi, avec l'espace numérique patient, et puis ce travail avec la ville qui commence à devenir de plus en plus, la médecine de ville qui est très individuelle, très compliquée à aborder là aussi. On a des communautés professionnelles territoriales de santé, comme vous savez, dans tous les territoires. On a maintenant un numéro de téléphone pour joindre la ville, pour joindre un coordonnateur de l'ensemble. Donc avec eux, on peut monter certainement des projets de cet ordre-là. Et puis quand même, retour à l'hôpital, mais dans l'hôpital, on a aussi des gens, évidemment, alors qui sont les greffeurs, qui sont les équipes de coordination, mais en fait, vous l'avez dit, tout plein d'acteurs qui côtoient finalement les futurs donneurs, les potentiels donneurs dans leur quotidien. On a beaucoup de progrès à faire dans la région. On a, je crois, une vingtaine d'établissements dotés d'un service d'urgence sur 40 en tout, qui sont finalement inscrits dans les réseaux de prélèvement et de recensement plutôt des futurs donneurs. C'est pas assez, donc, mais au moins on le sait et donc on le monitore, j'y reviendrai.
Et puis sur le prélèvement lui-même, parce que il faut quand même que ça advienne aussi à un moment, il faut que ce soit fluide. Et moi je voudrais souligner, j'en profite, ils ne sont pas là, mais pour dire que les hôpitaux, en particulier chez nous en Normandie, ont été, malgré la crise, très vigilants parce qu'ils savaient qu'on avait du retard, à ne pas sacrifier cette activité-là. Et ça donne les chiffres que j'ai rappelés sur le don et sur le prélèvement qui a finalement progressé durant l'année 2020. Et même l'année 2020 a vu le nombre de dons dits Maastricht 3, j'aime pas le dire comme ça, mais multiplié par 2 dans la région. Donc c'est quelque chose en tout cas qui a franchi la crise sanitaire malgré les contraintes. Alors l'ARS, j'en terminerai par là. Effectivement, il faut qu'elle soit. Je vous ai égrené des choses qui finalement sont le fait des acteurs. C'est pas l'agence qui fait ça. Et il faut reconnaître aux acteurs, c'est eux qui font. Simplement, nous, on est là pour veiller, pour montrer qu'on surveille et qu'on regarde en réalité ce qui se passe dans les chiffres. On est là pour non pas, c'est même pas la peine d'ailleurs de donner derrière une injonction. Il suffit de dire, on sait ce qui se passe, on voit comment se comporte l'activité et on peut éventuellement poser des questions. Alors, en Normandie, mais je pense que c'est quand même. Vous avez certainement dans votre groupe travaillé sur la question, moi j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est assez général quand même. Moi je peux vous donner le nom des personnes qui s'occupent de la greffe à l'ARS Normandie. C'est un médecin, Simona Rombaud, avec une juriste, Sandrine Merle. C'est 2 personnes, un binôme, un peu comme d'ailleurs à l'ABM. Il faut la compétence médicale et puis la compétence juridico-administrative, c'est indispensable dans ce domaine-là, qui sont les interlocuteurs des établissements et qui effectivement veillent en permanence pour s'assurer qu'on ne prend pas de retard, qu'on est à peu près dans nos objectifs et qui peuvent compter sur des établissements, encore une fois, très, très mobilisés. Moi, le dernier mot que je voudrais avoir, c'est la démocratie sanitaire. Ici, on est dans un format associant des sachants, des gens qui font le soin et puis des usagers, des associations. Et ça fait un peu penser à ce que l'on installe en ce moment dans toutes les ARS, ce ne sont pas les ARS précisément, c'est les conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Comment on a parfois considéré que c'était difficile de faire vivre la démocratie sanitaire, que ces instances étaient peut-être des fois trop touffues, trop finalement administratives, trop pilotées par l'ARS aussi elle-même, qui en fait des fois trop l'ordre du jour, etc. En réalité, ça peut être des instances assez vivantes. En Normandie, au plein cœur de la crise, la CRSA s'était auto-saisie à la fois rappel sur la nécessité de préserver un certain nombre de soins essentiels durant la crise sanitaire au maximum, et puis surtout c'était auto-saisie de pistes pour l'avenir, parce qu'il y avait eu le Ségur de la santé, il y avait une demande de contribution dans chaque région, et la CRSA de Normandie s'était saisie de cette question. Et aujourd'hui, en fait, suite au Ségur, les CRSA, elles ont été confortées. Elles ont pris plus de poids, elles sont censées maintenant rendre des avis sur beaucoup plus de domaines qu'auparavant, et on installe les nouveaux en ce moment. Donc moi, ce que je veux vous inciter à faire, c'est avec le plaidoyer que vous avez fait et la campagne de communication que vous essayez de monter, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur eux, il faut aussi que vos associations, si elles y sont, passent le message, et puis nous, les ARS évidemment aussi, mais c'est un bon moment pour installer vraiment dans le paysage durablement et pas seulement 2 fois par an le message de la promotion du don et de la nécessité de progresser en matière de greffe. On sait qu'en France c'est loin d'être suffisant, et puis il ne faut pas hésiter aussi à nous asticoter parfois côté ARS sur effectivement il y a des questions de dialyse, etc. Il y a beaucoup d'autorisations, de temps en temps c'est bien que les associations aussi nous disent attention, il ne faut pas seulement créer ce type d'offre, il faut aussi penser à faire en sorte qu'on prévienne finalement le recours à par exemple la dialyse. Donc voilà, en tout cas vos travaux vont être pour nous un coup de fouet, et puis surtout un appui pour poursuivre tout ça. Voilà. Merci beaucoup Thomas de ces précisions. Je crois que ça fait un beau programme, ça me donne une transition immédiate avec le rectorat à l'ARS sur ce que souhaite
en particulier les associations, le collectif Grève Plus. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les écoles, qui sont souvent autogénérées par les associations et tout ça. Mais disons que ça existe, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour faire en sorte justement qu'on retrouve une vraie culture, qu'on ait une culture partagée, c'est-à-dire que ça se passe partout, dans toutes les écoles, pas au même moment forcément, mais que ce soit le même message qui passe. On sait que c'est important aussi, ça fait aussi partie de la cohésion sociale que d'avoir des messages sur la solidarité, sur le don d'organes, sur la greffe et tout ça. Thomas Leroux, qu'est-ce que l'éducation nationale peut réfléchir avec le collectif, réfléchir avec les autres acteurs, parce que l'objectif, c'est pas simplement le collectif, c'est également toute l'alliance autour du collectif, avec les ARS, avec les professionnels de santé, ça peut être les CRSA, ça peut être avec France Asso Santé, enfin, il y a vraiment une alliance à créer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, en quoi vous pouvez contribuer dans cette alliance qui démarre aujourd'hui ? Je vais peut-être revenir juste, effectivement, l'éducation nationale est un monde énorme, puisque c'est 12 millions d'élèves et plus de 100 000 profs, 800 000 profs, pardon, et effectivement, c'est une machine qui parfois est longue à mettre, à transformer, à mettre, même si les réformes sont récurrentes, il y a des réformes structurelles qui prennent plus de temps que d'autres, et on l'entend tout à fait. Toutefois, elle est assez agile, et je voudrais peut-être rappeler rapidement les deux missions que sont celles de l'école. Il y a d'abord la première mission qui relève des apprentissages, et c'est bien l'instruction transmise aux élèves. C'est comme ça que la DGESCO a aussi, dans les différents services, il y a le service de l'instruction, et il y a toutes les actions qui relèvent de l'éducation, et tout ce qu'on appelle, donc ce qui est plus ma partie, tout ce qui relève de l'éducatif, et tout ça est étroitement lié, mais effectivement l'école est aussi, parce qu'elle rassemble tous les élèves, ou là pratiquement tous les élèves, que ce soit dans les écoles publiques ou les écoles privées sous contrat, la quasi-totalité des élèves passe par l'école, nous sommes tous passés par l'école, et elle est pénétrée par beaucoup de problématiques de la société, légitimement, que l'école doit aborder, dont l'école doit s'emparer, et bien évidemment, le don d'organes en fait complètement partie, puisque c'est un sujet de santé, c'est un sujet de santé publique, et que l'école s'empare de ces sujets. Probablement, et il est vrai que quand nous avons échangé pour préparer cette table ronde, et je vous en remercie, Monsieur le Marshal, il y avait jusqu'en 2015 le don d'organes qui était au programme de 3e. Depuis que nous avons échangé, j'ai fait un petit peu d'historiographie des programmes d'histoire, et pour des raisons que je n'ai pas réussi à identifier, cette thématique est abordée dans les programmes de 3e, c'est-à-dire les programmes sont applicables dans toutes les écoles de France et auprès de tous les élèves, ont disparu des programmes dans la rénovation des programmes qui sont en vigueur depuis 2015. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Je ne pense pas que ce soit un esprit malin qui les ait fait disparaître, mais peut-être, et je ne cherche pas à excuser, c'est peut-être que à ce moment-là, les personnes qui l'ont élaboré n'avaient pas cette priorité en tête. Toutefois, on peut, et je pense, je vais essayer de dresser rapidement dans quoi aujourd'hui il peut s'intégrer, et pas de manière obligatoire, comme vous le souhaitez, et ça, effectivement, les discussions peuvent s'amorcer à partir d'aujourd'hui. Le directeur général, qui d'ailleurs s'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui parce qu'il est empêché, m'a bien dit qu'évidemment, il était ouvert à la discussion, que bien évidemment nous étions accueillants pour travailler avec vous sur ces questions-là. Il n'y a vraiment pas de sujet, mais pour vous dire aussi dans quoi pourrait s'intégrer cette culture du don d'organes, comme vous l'évoquiez. Il y a peut-être, si je reviens sur la valence éducative et d'instruction de l'école, tous les élèves doivent acquérir à la fin de leur scolarité obligatoire, c'est-à-dire 16 ans, ce que l'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui prend en compte, peut-être que je parle trop fort. Question d'orientation du parce que ça, je pense que c'est. Il est très proche. C'est surtout pour le distanciel. Ah, pardon. C'est mieux là ? Ça va ?
Alors j'en étais au socle, et qu'il y a bien évidemment tout ce qui relève de l'instruction et tout ce qui relève de la culture, de ce que l'on appelle de la culture de l'engagement pour les élèves, de la culture de tout ce qui relève de la citoyenneté, et qui pourrait, et je dresse des pistes, hein, je ne viens pas avec des solutions, je dresse des pistes qui pourraient parfaitement s'intégrer dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a des enseignements tels que l'enseignement moral et civique, les sciences et vie de la Terre, les cours de philosophie aussi. J'ai lu avec attention le manifeste que vous nous aviez transmis pour aborder ces questions qui parfois méritent d'être aussi, sont aussi très conceptuelles, hein. On avait échangé, hein, sur la question, toute la question autour de la mort, de la vie, de la poursuite de la vie, de sauver la vie, et ce socle commun de connaissances et de compétences permettrait justement d'être un vecteur extrêmement intéressant pour travailler avec vous sur ces questions-là, puisque sont déclinés dans ce socle commun de connaissances et de compétences des enseignements qui pourraient tout à fait porter, hein, cette culture. Il y a peut-être aussi un autre aspect qui est important, et vous l'avez déjà évoqué, et je sais que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en France, puisqu'on peut s'adresser à des élèves d'école primaire, hein, mais aussi à des élèves d'âge collège, les établissements sont autonomes, non pas qu'ils ne respectent pas les programmes, mais parce qu'ils peuvent mettre en avant des projets, et on a essayé de voir un petit peu. Il y a de nombreux établissements, sans qu'on les vraiment quantifié, qui portent déjà avec des associations, et que ça se joue en dehors stricto sensu des programmes, mais que ça peut faire le cadre de projets structurants, des projets autour du don d'organes. Un autre élément qui pourrait être intéressant et sur lequel on pourrait travailler ensemble, c'est que sont installés aujourd'hui dans les établissements scolaires, et c'est une déclinaison, hein, j'ai l'esprit d'escalier, c'est une déclinaison du socle commun de connaissances et de compétences, des comités qui rassemblent les élèves, les adultes, éventuellement les associations, les partenaires extérieurs, qui sont les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, qui sont des instances de décision et qui peuvent permettre de construire des projets éducatifs pour les élèves, où il peut y avoir des associations, mais aussi dans lesquelles nous pouvons travailler à ces questions-là autour du don d'organes. Bien évidemment, et je ne voudrais pas être trop long parce qu'on m'avait dit 3-4 minutes, donc je ne veux pas emboliser la parole et laisser les échanges probablement. Il y a 2 points encore que je voudrais aborder. Tout d'abord, l'école est aussi le lieu où se construit la citoyenneté, c'est ce que je disais tout à l'heure, où se construit le rapport à l'autre, et aussi où se construit le rapport aux valeurs de la République, la transmission des valeurs de la République. Le respect, et c'est pas tous les jours simple, on le voit que l'école est quand même pas mal exposée, de travailler sur ce que l'on appelle, et c'est sur quoi nous travaillons, sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire la capacité à entrer en interaction avec les autres, avec l'autre, le souci de respecter autrui, de prendre en compte autrui, et là encore, c'est une piste que je dresse, hein, parce que je suis là avec des pistes, le constat a été établi, ça n'est pas dans les programmes, ça on pourra en parler, peut-être pas, il n'y aura pas de décisions qui seront prises aujourd'hui comme on l'avait déjà échangé, mais je serais bien modeste de dire que je prendrais la décision unilatéralement de modifier les programmes en mon nom propre. mais pour le coup, il y a aussi ces compétences qui sont en train d'être travaillées sur l'idée que d'entrer en société, c'est aussi prendre en compte l'autre, les besoins de l'autre, ses propres besoins, et on est aussi dans ces questions-là qui sont des questions vitales, qui me semblent très importantes. Et enfin, pour terminer, l'éducation nationale, et mon collègue, la directeur d'ARS, l'a parfaitement souligné, il y a l'idée du partenariat institutionnel qui, effectivement, avec l'ARS, et on était assez loin avant ARS et Éducation nationale, où on est parfois même un peu en confrontation sur certains sujets. Là, les rapports se sont parfaitement harmonisés, comme quoi parfois des crises nous permettent de revenir vers l'essentiel de l'accompagnement des citoyens. Et je pense que de dresser des partenariats avec l'ARS autour des personnes qui travaillent, parce qu'on parle des enseignements, on parle des élèves, mais autour des élèves, il n'y a pas que les enseignants à l'école. Il y a aussi tout un réseau, et ce réseau, c'est les médecins scolaires, les infirmiers scolaires, qui sont présents dans les établissements scolaires
Et je parle pour les infirmiers scolaires, dont la seule mission n'est pas le soin auprès des élèves, c'est aussi tout un accompagnement pédagogique d'intervention dans les classes. Alors effectivement, ils interviennent de manière très régulière sur des thématiques telles que l'éducation à la sexualité, hein, qui sont dispensées dans les classes. Mais là encore, c'est un partenariat peut-être institutionnel qui permettrait, au-delà des programmes d'enseignement, au-delà de tout ce que j'ai pu évoquer avant, de pouvoir construire avec vous aussi, hein, ce travail autour de la culture du don d'organes, comme vous le désignez. Voilà ce sur quoi je voulais intervenir. Donc c'est vraiment de la prospective, hein, c'est des possibilités, c'est vous dire que l'éducation nationale n'est bien évidemment pas du tout fermée, et bien au contraire, hein, dans le cadre aussi de toutes les missions qui lui incombent, et des priorités qui sont les siennes, mais que effectivement un travail peut être envisagé, bien évidemment. Voilà. Ben Pierre, c'est le début d'un chantier. On va pouvoir prendre rendez-vous et on va pouvoir commencer sur ces pistes à bâtir quelque chose. Oui. Je vais peut-être vous laisser parler quand même. Je pourrais intervenir un peu. Non, mais juste un commentaire. On a discuté hier en visio. Effectivement, je savais ce qu'il en était, mais effectivement, le travail avec les associations se fait déjà. C'est ce que j'expliquais hein, hier. Il y a beaucoup d'établissements qui nous reçoivent avec l'accord de l'académie, ou pas d'ailleurs. Il y en a qui nous reçoivent sans pour autant demander l'accord de l'académie. France Adot le fait beaucoup, il y a pas mal d'associations ici qui le fait beaucoup, et tant mieux. Et j'expliquais hier que ce genre d'intervention, c'était super bien, mais pour moi c'était du one-shot, qu'il n'y avait pas de suivi derrière, qu'il n'y avait pas de cohérence dans l'intervention. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'énergie pour s'adresser aux jeunes, etc. Nous, on est super satisfaits, mais après, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que c'est les jeunes qu'il faudrait revoir derrière. Et ce que j'expliquais, vous avez du mal avec le terme obligatoire sur le programme scolaire, mais je comprends, hein, vous avez le recul, vous, de votre côté. Nous, on veut que ce soit obligatoire. Pourquoi on veut que... Mais c'est pas dire simplement, mettez-nous ça au programme scolaire, et puis nous, on est aux spectateurs après, on ne fait rien. Non, c'est histoire de se rapprocher de l'éducation nationale, de travailler avec eux, avec tout le monde ici, avec l'ABM, avec les associations, avec des membres d'équipe de coordination, fabriquer un dossier pédagogique. Ça va loin, hein, le projet qu'on a mis en place sur le manifeste, ça va très loin. Projet pédagogique adapté aux jeunes qu'on va voir. Et là, on est parti sur des classes de 3e et de seconde, parce qu'il y avait la présence des professeurs d'SVT qui sont capables d'être formés. On parle même de formation des professeurs d'SVT dans leur cursus de professionnalisation. Et c'était fabriquer ça ensemble. Ça ne va pas se faire dans un an, hein, mais il est essentiel qu'on puisse se retrouver, fabriquer, réfléchir, mais ensemble, avec tous les gens qui sont concernés, de manière à avoir un truc cohérent, ludique, qui plaise, et qui nous permette, nous, non seulement d'éduquer nos jeunes, parce que vous parlez d'éducation, de les éduquer, de les rendre messagers, justement, du message qu'on veut faire passer auprès de leur famille, avec une approche pédagogique qui va avec... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à travers les travaux pratiques que l'on fait. Moi, j'adorais les travaux pratiques. C'était quelque chose de sensationnel. Et c'est ce qui pourrait nous rapprocher. Donc le côté obligatoire, nous, on ne démordra pas. Si on arrive à mettre en place cette cellule de gouvernance et tout, on restera dans le domaine de l'éducation nationale sur le terme obligatoire, mais pas n'importe comment. Avec nous, on va construire quelque chose ensemble. Et je crois qu'on a prouvé, nous, avec le collectif Grève Plus, qu'ensemble, on est beaucoup plus fort et on fait avancer les choses. C'était juste ce que je voulais dire. Merci Pierre. Alors on a Gildas Leborgne, qui est directeur de cabinet de la directrice générale du CHU de Rennes, qui est avec nous par visio. Gildas, vous nous entendez ? Oui, on vous entend très bien. Merci d'être là. Dans la culture du don, il y a quelque chose qui est important. On a entendu les équipes hospitalières, on a entendu les greffeurs, les transplanteurs, les préleveurs, on a entendu les équipes de coordination, mais un hôpital, c'est pas que du personnel soignant, c'est aussi du personnel administratif, c'est aussi de la logistique, c'est aussi... enfin, il y a des populations qui sont très diverses et des expertises métiers qui sont très diverses. Comment on fait une culture du don dans un hôpital en prenant en compte justement la diversité des métiers ?
Oui, alors je vais vous répondre au préalable. D'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être auprès de vous, mais il se trouve que cette semaine est une semaine de la visite de certification HAS pour notre établissement. Donc vous vous doutez bien que nous sommes très mobilisés auprès des experts visiteurs, et à titre de témoignage, hier après-midi, nous avons eu notamment une audition sur l'activité de prélèvement et de greffe, puisque nous assurons les deux sur notre établissement, ce qui nous a permis de nous retrouver avec l'ensemble des professionnels, aussi bien du prélèvement que de la greffe, pour pouvoir expliquer un petit peu comment cette chaîne humaine travaillait et comment aussi nous essayons de nous mobiliser autour de la culture du don. Alors, je remercie les responsables du collectif Greffe Plus, et en particulier André Le Tutour, de m'avoir invité. Et je tiens vraiment à saluer l'initiative que vous avez lancée et ce manifeste. Moi, ça fait 30 ans que je suis hospitalier, et ça fait 30 ans que j'accompagne les équipes hospitalières et les associations. Le hasard a fait que la première année de ma prise de fonction, alors que j'avais 26 ans, j'ai assisté à un prélèvement multi-organes d'un enfant, parce que l'équipe médicale m'avait invité, et évidemment, ça m'a marqué à vie. Et depuis, cette cause, je la suis, je l'accompagne, que ce soit dans les établissements où j'ai travaillé, et j'ai travaillé dans 2 régions, des CHU, des hôpitaux généraux. J'ai aussi, et je milite encore fortement dans le réseau régional, en Bretagne en l'espèce, et puis la Fédération hospitalière de France m'avait demandé de représenter les directeurs au sein du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine. Et tout ça pour apporter un témoignage sur certains éléments à prendre en compte, et puis pour pouvoir répondre bien sûr à la question que vous m'avez posée. La première chose que je voulais quand même souligner, et ça, votre manifeste le montre de façon vraiment déterminante, c'est la nécessité de faire un lien absolument fort entre prélèvement et greffe. Je trouve que jusqu'à présent, on a trop insisté uniquement sur le versant prélèvement, la notion de don, sans le rattacher de façon directe et intrinsèque avec la vie. C'est un don pour la vie, et ça n'a de sens que parce qu'on prolonge et on permet à une autre personne de garder la vie. Et dans votre manifeste, c'est vraiment un élément essentiel que nous, on essaye de porter. Alors, c'est plus facile dans les CHU, qui sont aussi des centres de transplantation, mais pour avoir été dans un hôpital général, là, il faut reconnaître qu'il y a énormément à faire. Et comme l'a dit Monsieur le Marchal, les directions ont aussi évidemment une part importante pour trouver de la motivation et de la conviction dans les équipes hospitalières qu'à travers le prélèvement, c'est donc une activité de greffe qui est faite ailleurs auquel on contribue. Ce lien, il est essentiel. Parce que jusqu'à présent, il relève quand même avant tout des coordinations hospitalières et des initiatives locales. Or, le mouvement que vous avez initié, cette volonté de fédérer les énergies, cette volonté de créer un mouvement collectif autour de cette cause, elle est essentielle, et c'est sur cet ensemble que l'on doit pouvoir s'appuyer pour qu'à l'échelle de chaque établissement, eh bien, l'ensemble des professionnels puissent se mobiliser autour de cette notion du don. Alors évidemment, le directeur d'hôpital, lui, en tant que chef d'établissement, il a son rôle, et ne serait-ce qu'en symbolisant ce qu'est le don. Le don, c'est une aventure, c'est une chaîne humaine, et à l'hôpital, c'est exactement ce qu'est notre quotidien. Ce sont un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble pour dispenser des soins, et cette image du don d'organes est sans doute peut-être le plus fort symbole de ce qu'est à la fois la réalité et la mission de l'hôpital. Et c'est en cela qu'on vous rejoint tout à fait dans l'engagement qui est le vôtre, et la volonté que vous avez de faire avancer les choses. Et pour y arriver, il y a effectivement à agir, et davantage agir, sur la formation initiale. Alors, côté médical, mais je sais qu'il y a des médecins qui sont présents dans la table ronde et qui en parleront mieux que moi, mais au niveau de l'internat, et notamment des spécialisations pour ceux qui sont urgentistes ou anesthésistes réanimateurs, parce que c'est eux qui, au quotidien, par la suite, seront amenés à accueillir des patients potentiellement donneurs.
il y a des initiatives qui sont prises. Nous, à Rennes, effectivement, notre médecin coordonnateur intervient à plusieurs reprises dans le cursus de formation, mais on voit bien que ça reste encore des initiatives qui sont trop ponctuelles, trop locales, et il faut effectivement généraliser ce dispositif. Ce qui est vrai côté médical doit aussi l'être côté paramédical, sur l'ensemble des écoles de formation, des professionnels de santé. Et là, les coordinations hospitalières font un travail remarquable qu'il faut saluer, qui est effectivement de rencontrer les professionnels. Nous avons préparé un petit peu cette intervention là cette semaine avec l'équipe du CHU, et toutes nous ont dit que ces temps de rencontres et d'échanges avec les élèves étaient toujours des moments qui retenaient fortement leur attention et qui souvent représentaient un temps de découverte pour elles. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez sur la nécessité de le systématiser et de l'inscrire véritablement pour lui donner tout son sens à travers cette culture du don. Et puis, vis-à-vis du personnel hospitalier lui-même, c'est-à-dire ceux qui sont en activité, alors, il y a ceux, évidemment, qui sont directement impliqués dans l'acte de prélèvement ou dans l'acte de greffe, et pour eux, évidemment, c'est leur quotidien. Mais tous les autres, il nous faut, à travers à la fois la formation continue, mais aussi la communication interne, il nous faut effectivement faire passer les messages et être en capacité de pouvoir transmettre, partager cette conviction, et encore une fois, en faire un symbole de ce qu'est la mission de l'hôpital, c'est-à-dire cette chaîne humaine, cette intervention pour maintenir la vie, préserver la vie, transmettre la vie. Et en tant que tel, les propositions que vous faites, on s'y retrouve tout à fait. Et puis, dernier élément, c'est le rôle des réseaux régionaux de prélèvement. Toutes les régions sont dotées d'un réseau régional et on est plus fort à plusieurs. Chaque établissement, évidemment, a son engagement. Les coordinations hospitalières travaillent à l'échelle de leur établissement, mais au total, c'est en étant coordonnés entre nous, en travaillant de façon complémentaire et en s'appuyant les uns les autres, qu'on aura plus de capacité à faire passer le message et à diffuser cette culture du don à tous les niveaux et auprès de tous les acteurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Gilda. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que justement un hôpital, je suis médecin donc je peux me permettre de le dire, c'est pas que des médecins, c'est pas que des personnels soignants, c'est aussi toute une population de gens qui ont leur expertise métier et qui participent tous les jours à la prise en charge des malades. Et si on partage pas cette même culture commune qu'est la culture du don, il peut y avoir des trous dans la raquette et à ce moment-là ça fonctionne moins vite. Alors on a parlé de la formation continue et de la formation initiale. Je me retourne vers on va parler entre confrères, avec Christophe Goupy qui est néphrologue. Il y a bien entendu la question de la formation, mais il y a aussi la question de l'information aux familles, de l'information aux patients. Comment ça se passe? Je crois que c'est pas simple. Alors, merci d'abord de l'invitation, et puis bravo pour le travail effectué qui est remarquable. La formation, c'est effectivement pas simple du tout. Pourquoi? Parce que vous avez abordé le problème des généralistes qui effectivement sont un vecteur extrêmement important pour transmettre toute la formation. Mais ce que nous constatons, nous, et je parle pour la néphrologie et l'insuffisance rénale, bien sûr, dans nos cabinets, et je pense que le professeur Snadouche et le professeur Charpentier sont d'accord, c'est qu'on voit souvent des patients qui arrivent avec une méconnaissance quasi totale ou très faible de leur pathologie, parce qu'il y a une relative méconnaissance de la maladie rénale par les médecins généralistes qui considèrent que c'est un peu trop complexe pour eux. Voilà. Donc ça rend les choses très compliquées. Ça rend les choses très compliquées pour l'acceptation de la maladie. Ça rend les choses très compliquées pour envisager un projet de prise en charge de la maladie rénale chronique avec, au bout du compte, la dialyse et la transplantation. Et donc, bien entendu, encore plus la prise en charge pour un don. C'est pour ça qu'effectivement, cette idée de travailler avec les généralistes me paraît une très très bonne idée, de diffuser l'information dans les cabinets qui, jusqu'aujourd'hui, personnellement, comme tout le monde, je suis généraliste de temps en temps et je ne vois pas du tout ce relais. La seule chose auquel il faut faire attention, bien entendu, c'est la qualité de la communication et de l'information qui sera fournie. Et c'est pour ça que moi, j'œuvre dans ma petite spécialité pour que les néphrologues libéraux dont je fais partie, qui depuis des années et de tout temps ont toujours travaillé dans les établissements de santé, pense peut-être à évoluer
et à aller un peu au plus près des médecins généralistes dans les structures qui de plus en plus existent, les maisons de santé spécialisées ou autres, pour faciliter la communication et l'information et la diffusion de l'information auprès des médecins généralistes. Ça me paraît très important et ça permet vraiment d'appréhender au plus tôt la pathologie, avec bien sûr un bémol que vous entendez tous partout, pas dans Paris Intramuros, c'est proche, mais c'est le problème de la désertification médicale qui est dans certains endroits. Personnellement, je travaille à Mantes-la-Jolie, absolument catastrophique. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'information est rendue encore plus difficile. Il y a ce fameux chiffre de 30% de patients pris en charge en dialyse qui n'évolue pas depuis des années, en urgence, pardon. Et on comprend qu'avec un tissu médical qui se raréfie, les choses vont devenir encore de plus en plus difficiles. Voilà. Je pense que c'est un élément très important. Alors, ma collègue généraliste n'est pas venue, mais ça aurait été bien d'en débattre avec eux. Mais actuellement, il y a une opportunité avec la création de ce qu'on appelle, vous en avez parlé tout à l'heure, des comités, des CPTS. Ah, oui, Isabelle est là, mais elle est en distanciel. Pardon, excusez-moi, j'étais pas au courant. Les CPTS, qui sont des groupements de médecins au sein d'un territoire et dans la coordination avec l'intégration des néphrologues, et c'est pour ça que je plaide pour qu'ils sortent un peu de leur établissement, pourrait grandement améliorer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Dernière chose, je rejoins complètement ce qu'a dit M. Snanouche, mais je sais que vous en êtes tout à fait conscient sur la nécessité de ne pas faire des informations de type ponctuel, mais essayer, mais je sais que c'est très compliqué, d'avoir une information un peu continue pour des rappels. Merci beaucoup pour ce rappel des structures de coordination de soins que sont en ville, et c'est très important, les CPTS, donc les communautés professionnelles de territoire de santé, et les MSP, qui sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui permettent de mettre au sein d'une même, on va dire, d'un même pôle, d'une même structure, des professionnels libéraux qui peuvent être des professions de santé très diverses. Et qui peuvent même assurer, dans certains cas d'ailleurs, la présence du milieu associatif. Il y a quelques exemples comme ça sur lesquels il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes. Isabelle Noué-Martineau, vous nous entendez? Vous nous voyez? On va vous passer la parole tout de suite. Donc, désolée de ne pas être avec vous. J'ai appris en fait l'invitation la semaine dernière et là j'étais présente dans les collèges pour faire de la vaccination en début d'après-midi, donc je ne pouvais pas tout annuler pour venir avec vous, donc c'est pour ça que j'ai pris la solution du Zoom. Moi je vous parle de ma place de généraliste investie dans la représentation syndicale au bureau CSMF, investie dans la formation, sensible à la relation médecin-patient en tant qu'animatrice de groupe Balint également. Je suis tout à fait néophyte sur le don d'organes, peu sollicité en pratique, pas beaucoup plus informé que la population, je le réalise. Les souvenirs sont plutôt anciens d'échanges quand j'étais externe avec des néphrologues en stage d'anesthésie-réanimation, de ces ECMO, vous savez, ces prélèvements qui passaient à la fin du bloc comme quelque chose d'un petit peu secret après les autres interventions, quand on était à l'hôpital, et finalement pas plus précis que ce qu'on a dans les séries télévisées, ce qui est peut-être un petit peu le témoignage de ce qui se passe dans la population. Donc j'ai lu comme vous le manifeste, j'ai regardé effectivement ce qui se passait au niveau des associations sur le site de France Adopte, et je pense qu'il y a quelque chose du côté du frein au don d'organes auquel il faut réfléchir. Outre les familles ou les patients qui ont pu bénéficier d'un don, qui eux vont en être l'avocat et nous en parler, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a une problématique qui est assez loin de leur quotidien, qui peut leur faire peur, parce que ça nécessite de parler de la mort quand on est en bonne santé. Et je pense qu'on rechigne un peu tous à le faire. On voit, c'est pareil pour les directives anticipées, peut-être un peu par superstition. Et du coup, la demande, on voit bien qu'elle est réalisée au pire moment, suite à une annonce funeste ou juste avant l'annonce d'un pronostic effroyable, qui est la mort cérébrale d'un proche. Et c'est là qu'on voit que ça doit être très compliqué à ce moment-là de recueillir le consentement par rapport à tout ce qui aurait pu être fait en amont. Nous, ce qu'on rencontre en médecine générale, c'est rarement des patients en attente de greffe, puisque le plus souvent, nos patients en insuffisance d'organes sont un peu trop âgés pour être prioritaires dans une politique. Donc, notre collègue néphrologue parlait, moi, j'ai plutôt une expérience à Angers d'une bonne collaboration entre les généralistes et les néphrologues, et on voit bien que les patients sont suivis en amont et on essaie justement d'éviter d'en arriver là. Après, dans les situations de greffe, outre les greffes de tissu, os, tendons, valves cardiaques, cornée, qui eux sont posés moins de questions, il y a moins les contraintes d'immunosuppresseurs, donc là on en entend plus parler dans la suite. Les greffes du vivant, là on peut être sollicité
par des patients, surtout quand ils sont donneurs potentiels, qui viennent nous dire voilà, j'envisage de faire le don, il y aura un dossier à vous faire remplir, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Et là, on a un vrai rôle pour les accompagner dans leur questionnement. Ou alors la question des immunosuppresseurs après greffe, pour les greffes avec des traitements lourds, dont certains peuvent nous dire effectivement le vécu qui est à la fois nécessaire, mais qui peut être contraignant à distance d'une greffe. Et là, je pense aux greffes de moelle, de rein et de cœur. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tant que ça expert de la situation, et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Moi, je croirais beaucoup à des débats éclairés sur les questions éthiques pour mieux comprendre les motivations et freins aux dons d'organes, pour que la communication ne soit pas juste donnée, mais pourquoi on donne, pourquoi on ne donnerait pas, et pourquoi on n'en parlerait pas un peu plus, et pourquoi ce ne serait pas un petit peu moins tabou. J'ai en tête notamment les possibles conséquences psychologiques d'un don d'organes qu'on peut entendre pour le receveur, comment vivre avec ce corps mort, et la question de la dette quand c'est un don vivant, parce que ça peut être supportable d'un inconnu, mais voilà, comment être à la hauteur de la dette quand ça vient d'un proche, et pour celui qui donne, et s'il prend, il me l'aura donné pour rien. Pour le donneur potentiel, il peut y avoir la peur du prélèvement, la peur des conséquences. Ça pose aussi la question de la qualité de la relation préexistant au don. Je pense que moi, il y a un vrai intérêt à lancer des débats, parce que le sujet arrive sur la table pour que le don puisse être discuté dans les familles. Parce que s'il est discuté dans les familles, les gens s'en souviendront. Ah, ben il m'avait dit, on en avait parlé. Ce ne sera pas juste tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il en pense au moment où on annonce le décès. En amont de la crise, et que ce soit effectivement moins tabou. Donc moi je pense que je trouve que votre initiative est excellente. Je pense qu'effectivement, c'est important pour moi de partir d'une communication grand public. Pourquoi pas un événement ruban vert, style Téléthon, parce que là, on voit que ça a énormément transformé les gens. Là, il y a eu Octobre Rose ce week-end. Moi, j'ai une patiente qui vient de me parler de l'émotion qu'elle a ressentie d'être investie là-dedans. Je crois qu'il y a une vraie collaboration entre le médical et l'associatif qui est possible. Et pour qu'après, la demande vienne des patients et des donneurs potentiels. Pour développer des débats éclairés autour du don, pour en parler en famille, qui est finalement le lieu qui va associer des donneurs potentiels et des receveurs potentiels à terme, pour dédramatiser la question, créer des occasions d'en parler quand ça va bien. Et je penserais aussi, moi, à des groupes de parole, voire des études qualitatives sur les représentations. Pourquoi pas des groupes de parole avec des témoignages de donneurs, receveurs et des naïfs. Pourquoi pas des études sur les représentations et motivations et freins, pour qu'on comprenne mieux pourquoi ça n'avance pas plus, et qui permettrait de lancer des débats éclairés et de nourrir des communications qui partent du vécu et des représentations. Pourquoi pas un spot, et toi, es-tu donneur? Voilà. Et je pense que les médecins, eux, ont tout à fait leur place en relais, en accompagnement, en soutien d'une dynamique, que ce soit dans les cabinets ou éventuellement pour soutenir des recherches qualitatives. Donc, dans ce que j'ai lu des propositions, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Motiver le généraliste dans un rôle d'informateur des 16-25 ans, oui, pourquoi pas, en collaboration effectivement aussi avec les collèges et les lycées. Des formations sur le cadre légal du don, sur une culture scientifique. Mais là, c'était marqué en e-learning. Moi, je pense que pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait des formations présentielles. Des consultations dédiées, oui. Une meilleure connaissance des différents modes de greffe, parce que je crois qu'on ne s'est pas interdit de faire un petit rappel. En général, on se cultive quand on a un patient qui arrive avec une problématique rare. On se recultive, on se reforme et on y va. Donc moi, j'aurais comme idée, oui, des interventions dans le cursus de formation initiale, comme vous le disiez certainement, la force d'une campagne de communication et d'échange, des groupes de parole, pourquoi pas, des intérêts d'événements, débats. Quand on parlait de l'ALD des donneurs, j'aurais juste un bémol, les ALD sont stigmatisantes pour les assurances. Donc, est-ce qu'il faut absolument que ce soit marqué pour un donneur? Est-ce que c'est un bénéfice pour lui d'avoir une ALD ou pas? Je pense que c'est une question que je pose. Donc, la place des médecins, oui, il y a certainement les hospitaliers, les idées de référents par hôpital, d'information en amont, de formation des équipes accueillant nos familles. Comme le disait notre confrère, de travailler ensemble entre hospitaliers, spécialistes et généralistes. Pour les généralistes, oui, une place dans le relais d'information. Mais peut-être qu'on ait un peu plus les moyens de devenir des vrais experts du don d'organes. Je pense que nous ne sommes pas tant que ça. Pour pouvoir accompagner les réflexions des patients. Et là, je pense qu'on a un vrai rôle. Et pour être un relais d'information. Et puis, la formation médicale. Des interventions probablement dans la formation initiale. Pourquoi pas faire valider des thèses en formation, des thèses de recherche qualitative. Pourquoi pas valider des thèmes en formation continue. Et puis, des partages avec des associations peuvent être intéressants. Voilà un peu les idées que j'aurais. Merci beaucoup Isabelle sur ce témoignage. Je crois que c'était extrêmement important. Justement, ce rôle de relais du médecin généraliste est à mon avis tout à fait capital. Mais c'est vrai qu'il faut une grande campagne de communication au départ pour que le médecin puisse s'en ressaisir. C'est aussi l'avantage de campagnes comme Octobre Rose. C'est qu'on peut reparler du cancer du sein parce que c'est plus facile, il y a un environnement, il y a une communication qui se fait. Parler dans une consultation de bronchiolite quand on est médecin généraliste
à une mère de famille du don d'organes, c'est peut-être pas aussi simple. Ah, mais c'est un gros chantier, hein. Évidemment, on ne claque pas dans les doigts pour que ça se passe systématiquement dans les cabinets de médecins. C'est aussi une part de réflexion à avoir. Comment on peut procéder? Quelle est l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux? Ça aussi, c'est un travail où il va falloir qu'on se mette autour d'une table. Mais c'est faisable. Il ne faut pas qu'on me dise que c'est impossible, c'est faisable. Il suffit simplement d'y discuter, de prendre en compte un peu tout ce qui vient d'être dit aussi. Et évidemment, on n'est pas dupe. On sait très bien que ce n'est pas simple, ça ne serait pas simple pour les médecins, mais il faut leur donner les outils pour pouvoir faire ça correctement. Et je pense qu'on est capable de le faire. Mais je pense qu'il y a tout à fait de la bonne volonté. Là, on avait Isabelle qui est à la CSMF, Christophe Goupil l'est également. On est sur des syndicats qui sont des centrales syndicales très importantes. Donc, je pense que monter des partenariats avec la plateforme Greffe Plus pour voir comment on peut renforcer la communication des confrères, auprès des confrères et leur donner les outils de l'information, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On peut tout à fait en parler au niveau du Conseil de l'Ordre, on peut toujours en parler, mais on restera sur des questions de déontologie et ils sont assez abstraits et pas très concrets. Je pense que c'est plutôt là, au niveau des syndicats et des syndicats de spécialité. Tu connais ça mieux que moi, mais... Oui, ça je pense, enfin je parlerai sous le contrôle des confrères ici, mais on est plus sur des positions de posture que sur du vrai travail de fond pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a des questions sur cette culture du don dans la salle? 1, 2, 3, 4 et 5 si on a le temps. Allez-y, vous vous présentez, vous dites qui vous êtes et en quelle qualité vous parlez. Alors, bonjour, Chloé Mrose, vice-présidente en charge de la santé publique. Enlevez votre masque pour poser la question parce que... Alors, bonjour, Chloé Mrose, vice-présidente en charge de la santé publique pour l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. La pharmacie d'officine étant un lieu très fréquenté par le grand public, pensez-vous que les pharmaciens, les préparateurs, voire même les étudiants en pharmacie, ont un rôle à jouer dans la culture du don en France et si oui, comment? Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais ça fait partie de tous les gens, de tous les acteurs qui vont pouvoir passer des messages. J'ai parlé des kinés, j'ai parlé des médecins, j'ai parlé mais tout ce qui est paramédical, tout ce qui est pharmacie, évidemment. D'autant plus le pharmacien, je pense que... Mais tout ça, ça doit faire partie de la préparation dans le cursus professionnel avant d'être pharmacien ou préparatrice en pharmacie. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il faut que ce soit inculqué avant, comme dans les écoles d'infirmières. Pourquoi dans les écoles d'infirmières, on n'aborde pas le don d'organes? C'est juste hallucinant dans la journée qu'on vient de passer. Apprendre ça, c'est absolument dingue. Mais évidemment que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on mette en place, bien sûr. Mais vous êtes l'ANEPF, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ANEPF. Non, mais ANEPF, j'avais bien l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Les jeunes professionnels sont hyper importants à rencontrer parce qu'ils ont des pouvoirs d'entraînement sur les prochaines générations. Donc je suis très très content que les jeunes soient là. Ça va très bien avec ce que j'ai dit sur l'éducation. Le rapport aux jeunes, c'est eux l'avenir. Hein. C'est eux qui vont mettre en place des choses. Et on va les aider, on va leur donner des outils, mais on peut les mettre en place, c'est sûr. C'est eux, c'est clair. Et la pharmacie, c'est 4 millions de personnes qui passent tous les jours en pharmacie, en officine. Bonjour, Nicolas Gérard, donc vice-président à l'ANEMP et donc chargé des réflexions éthiques. Le sujet du coup a été abordé, je me suis fait un peu chanter, mais oui, donc c'était pour appuyer sur le fait qu'on n'avait pas trop parlé du rôle que pouvaient avoir les étudiants et in fine les associations étudiantes, notamment donc les étudiants en santé. Je pense que, je vais juste appuyer du coup là-dessus, il y a deux points sur lesquels les étudiants peuvent être importants. Déjà, on peut nous former à ces thématiques-là, parce que déjà c'est des thématiques qui sont, qu'on verra tous les jours et qui sont intéressantes de base. Là-dessus, le rôle des associations de patients, il a été évoqué, mais dans notre formation, nous, on est très demandeurs à avoir des patients qui viennent nous former parce qu'ils ont une approche qui est différente de celle de nos enseignants classiques, entre guillemets. Donc là-dessus, il peut y avoir une collaboration entre les étudiants et les patients. Pourquoi c'est important que nous on soit formés? Parce que on est les professionnels de demain, et donc forcément, mieux on est formé maintenant, meilleur on sera normalement plus tard. Voilà. Et ça, c'est une vision qui est un peu à long terme. Par exemple, pour les étudiants en médecine, ça met 10 ans à se former. Et là, j'ai compris que l'idée, c'était d'avoir des solutions plus proches que dans 10 ans.
Mais un étudiant qui est sensibilisé maintenant, il peut aussi être immédiatement acteur en termes de promotion d'un sujet de santé. Ça peut passer par des trucs qui sont très institutionnels. Je pense au service sanitaire qui est déjà en place. Bon, il n'y a pas de thématique sur la greffe et les dons, mais peut-être que ça peut être fait. Et les associations étudiantes, font aussi des projets concrets de par elles-mêmes. Là, je pense par exemple au défi sans limite. Donc c'est le don du sang, c'est pas exactement la même chose parce que c'est quand même moins engageant pour la personne qui donne. Mais on peut être vraiment porteur à l'instant T d'un message promotionnel. Voilà. Et en plus, je pense que les étudiants ne touchent pas les mêmes réseaux que des institutions plus officielles. On n'a pas les mêmes modes de communication et on ne communique pas avec les mêmes personnes. Donc il peut y avoir un intérêt à utiliser, entre guillemets, les étudiants dans les solutions qui seront apportées. Voilà. Pierre, dans ce jour premier, il y a quand même des contributions et des volontés de contribution qui sont tout à fait... On n'a encore pas distribué le manifeste, on a déjà des solutions aux problèmes. Je veux dire, c'est des gens avec qui on va s'approcher, évidemment. Vous êtes hyper intéressant pour ce sujet sociétal et c'est évidemment avec vous qu'on pourra se rapprocher. Des associations, si j'ai bien compris, j'ai pas très bien, mais qui rapportent aux étudiants, etc. Vous avez des messages à faire passer. Nous, on est là, on va vous aider là-dessus. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fait partie de la construction de ce qu'on va faire en se servant de ce manifeste qui a quand même été un gros boulot. Et il y a plein de choses dans le manifeste. Il y a d'autres choses qui n'apparaissent pas, mais qu'on pourra travailler aussi ensemble. Mais effectivement, quand j'entends des discours comme ça, moi je suis ravi. Et faites-nous confiance, vous aurez de nos nouvelles, ça c'est clair. Alors pas nous, forcément le collectif Greffe Plus, mais on va essayer de mettre en place, de toute façon on va mettre notre cellule en place de gouvernance. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est acté. Et on va pouvoir travailler correctement en se donnant des bonnes directions. Et ces directions, elles passeront automatiquement par chez vous. Super, merci encore à vous. Madame, vous vous présentez ? Oui, bonjour. Nelly Thiez, présidente de France Adot 60 dans l'Oise. Donc je pense qu'il y aurait une approche intéressante à faire avec le ministère de la Défense pour pouvoir participer aux journées de la citoyenneté qui permet d'approcher les jeunes. Personnellement, nous le faisons dans l'Oise déjà depuis plusieurs années, ça marche bien, mais je sais qu'il y a des adotes qui ont des grosses difficultés pour le faire dans leur département. Et je pense que si on pouvait développer cette approche, ce serait hyper intéressant parce que les journées de la citoyenneté sont obligatoires, tous les jeunes y passent. Et donc c'est une façon aussi de toucher la jeune population. Tu voulais intervenir ? Vous vouliez intervenir, pardon. Effectivement, et sur ces questions-là, le ministère de l'Éducation nationale est en lien avec le ministère de la Défense sur les journées d'appel à la défense et à la citoyenneté, les jeunes. Pour autant, je pense qu'il est nécessaire aussi, et ce qui peut être intéressant, que les associations se rapprochent des préfectures aussi pour que ça parte. Nous, de notre côté, on peut aussi voir à l'interministériel pour se rapprocher du ministère de la Défense sur cette question. Oui, je voudrais revenir justement sur l'éducation nationale et la relation de Greffe Plus éventuellement. Pour avoir beaucoup fait d'enseignement entre guillemets à l'éducation nationale dans le cadre des sciences de la vie et la terre sur la cancérologie, je voulais vous poser cette question-là, c'est-à-dire dans le rôle et la mission de l'éducation nationale sur la santé en général et sur les préventions, parce qu'il y a aussi la prévention, la vaccination, le soin, la prévention du cancer, manger 5 légumes, etc. Je ne vois pas, est-ce que vous pensez quand même que Greffe Plus peut s'intégrer dans un programme global de la classe de 3e ou de la classe de seconde sur prendre en charge sa santé pour un jeune individu, et dans ce cas-là, on intègre des choses. Alors moi, je pense qu'effectivement, Greffe Plus perdra de l'information, mais qu'à la limite, ça fait quand même partie du message, parce qu'il y a aussi même à la limite, pourquoi pas, l'éducation sexuelle, la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Il y a tout un message à l'éducation nationale qui est très très difficile à coordonner, parce que chaque association, et là je me tourne vers M. Leroux, défend son steak, lui veut qu'on parle de la prévention du sida, lui veut qu'on parle de la transplantation, lui veut qu'on parle, pour ma part, du cancer, et donc il y a une grande difficulté. Est-ce que ça peut s'intégrer correctement à l'éducation nationale? Pour le coup, vous visez juste, c'est-à-dire que au-delà des associations liées à des problématiques de santé ou
l'école est percutée par beaucoup et il faut que tout ça fasse sens pour les élèves. Alors effectivement, il y a un changement de paradigme aussi. La sous-direction que je dirige a à son sein le bureau de la santé et de l'action sociale en faveur des élèves, et qu'il y a un changement de paradigme dans le traitement de la santé à l'école. On est passé d'un mode curatif à un mode préventif. Et l'idée, c'est, vous le dites très bien, hein, monsieur, c'est l'école promotrice de santé, c'est la manière dont on présente les choses aujourd'hui. Effectivement, là, vous imaginez bien qu'actuellement, ce bureau est particulièrement sollicité sur la vaccination. Non pas seulement contre la pandémie, mais aussi contre les 18 vaccins obligatoires qui sont exigés à l'école, mais ce qui relève des termes d'enseignement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les programmes, c'est bien, c'est opposable, c'est exigible de la part des enseignants, c'est contrôlé par les inspecteurs. Quand un enseignant est inspecté, c'est-à-dire en moyenne dans le second degré, au mieux une fois tous les 3 ans, au pire une fois tous les 15 ans. Ce qui me semble important, c'est de travailler sur les éducations A, qui sont, alors il y a l'éducation à la sexualité, il y a toutes les éducations à la prévention. Alors il ne faut pas tout mélanger, hein, mais la prévention sécurité routière, la prévention, tout ce qui relève de la protection de soi, de la protection des autres. Il me semble que, et je comprends que ça soit un choc que ça ait été retiré des programmes probablement, mais il me semble que c'est plutôt dans ces aspects-là qui font sens sur les éducations A que pourraient s'intégrer, je pense, monsieur, tout ce qui relève de la culture du don d'organes et qui, au-delà peut-être de l'injonction faite aux enseignants par les programmes, c'est pas une injonction, mais c'est quand même qu'ils mènent leur enseignement, serait plutôt davantage de la politique de la sollicitation, de faire rentrer ça dans l'écosystème de ce qu'est l'enseignement de la santé à l'école, me semble-t-il. Encore une fois, je ne suis pas ici pour annoncer des choses, mais ça s'intégrerait parfaitement dans cette question-là, ce qui permettrait de vous donner une place, puisque les programmes ne sont le fait uniquement réglementairement, enfin je veux dire, on est un monde extrêmement réglementé, ne sont le fait que des enseignants qui peuvent s'adjoindre des associations pour accompagner, mais c'est leur travail. Et guider la classe, c'est le travail de l'enseignant. Il n'y a que lui qui est maître à bord. Bien évidemment, l'école n'est pas fermée aux associations, et ces associations qu'on appelle les prolongements de l'action de l'école sont complètement nécessaires pour porter certains sujets. Mais je pense que c'est plutôt visiblement dans ces thématiques. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des instances qui décident justement d'organiser toutes ces politiques. Voilà. Alors on a encore 2 questions, mais il faut que ce soit très court parce que je voudrais pouvoir passer la parole à un mot de conclusion à Bernard Charpentier après. Alors bonjour, Nancy de Jésus, clinicienne coordinatrice UTP. Alors, ma question se porte au sujet des leviers d'action à travers des patients experts. De quelle manière les patients experts sont-ils intégrés en tant que co-constructeurs et ressources précieuses afin de garantir un minimum de démocratie sanitaire et améliorer le parcours de transplantation? Merci. C'est pas à moi à répondre à ce genre de questions, mais... C'est une question très technique. Oui. Francis. Non, André. Non. Antoine. Non, par exemple, ce que je fais régulièrement, d'abord il y a la visite aux patients que j'ai mis en place depuis 2007 pour des patients qui sont en attente de greffe hépatique, mais il y a aussi, j'interviens notamment dans la formation des médecins qui sont en stage, notamment particulièrement au service hépatologie. Ils viennent par groupe de 24 et je les prends par 6-8 sur 3 semaines, de manière à échanger sur le sujet donc, du don d'organes et de la greffe. Mais ça va au-delà, parce que ça va sur la démocratie en santé, sur le rôle des représentants d'usagers, le rôle de l'association. Et tout prochainement, il y a un projet aussi d'intervenir en fac. Et j'envisage même d'ailleurs de passer un diplôme universitaire en démocratie en santé. Par exemple, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Merci pour cette réponse. Vous aviez une dernière question courte. Allez-y. François Pellissier, vice-président France Adot 67, sans doute un des rares médecins généralistes de France à militer depuis 35 ans pour le don d'organes. Et donc j'ai
fermer mon cabinet pour pouvoir assister aux premières assises dans ce cadre majestueux. Alors j'avais fait une intervention au congrès de France Adot à Strasbourg en 2013 sur cette thématique de la place du médecin généraliste dans l'information aux 16-25 ans. Rien n'est simple, beaucoup de choses ont été dites. Actuellement, les déserts médicaux sont à la campagne, ils sont maintenant dans les villes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a beaucoup, de moins en moins de place pour parler d'actes de prévention ou d'environnement, tout ce qui est en dehors du soin en tant que tel. Alors j'ai vu par contre une proposition très intéressante dans le manifeste, à savoir dédier une consultation don d'organes, tout comme il existe des consultations de prévention en gériatrie. J'aurais peut-être également d'autres propositions à faire. Il y a un rendez-vous que beaucoup de Français connaissent, c'est le permis de conduire. Alors je ne sais pas si c'est une thématique abordée dans la formation, dans le code de la route. Ça pourrait être intéressant. Et également, pour ceux qui s'intéressent au secourisme, et aborder cette thématique également lors du brevet de secourisme. Et sinon, moi j'avais proposé à l'époque que l'on fasse, dans le cadre du développement professionnel continu, une formation aux médecins pour que justement ils puissent s'approprier la formation et la redonner du coup à leurs patients. Merci beaucoup. Il y a énormément de contributions. Oui, il y a plein d'idées, effectivement. Il y a du taf, hein. Il y a du taf, mais il y a des solutions partout. Et je crois que si on s'y prend bien, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et vous me faites peur quand vous dites que vous êtes le seul médecin qui milite pour le don d'organes. À la limite, on ne leur demande pas d'être militants. Hein. On leur demande quelque part, je dirais presque, de faire leur travail de médecins. Ils ont une mission également d'information sur les pathologies, et pourquoi pas sur le don d'organes. C'est des choses qu'on peut inculquer en faculté de médecine. Pas forcément faire une formation supplémentaire, mais ça peut démarrer à la faculté de médecine. Alors inculquer ce qu'est la culture du don, et notamment sur le don d'organes et de tissus. Moi, voilà, le militantisme, on n'en demande pas tant, on demande qu'ils puissent parler à leurs patients, tout simplement, et les informer. Merci Pierre. Oui, alors Isabelle, 30 secondes, pas plus, parce que Bernard est obligé de partir. Donc, je voulais vous donner 30 secondes, oui, parce que tout à l'heure, je ne vous entendais plus juste après parler. Donc là, j'ai pu retrouver la parole. En tout cas, je trouve ça très intéressant, cette idée de travailler tous ensemble, d'échanges, effectivement, entre spécialités. On l'a fait avec le Covid. On a appris à travailler entre ville et hôpital et autour du don d'organes. Oui, comme vous le dites, lancer des assises entre médecins spécialistes, hospitaliers, généralistes, syndicats, associations, éducation nationale. Je pense que ce serait tout à fait intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà une proposition. Pour l'année prochaine, on pourra mettre aussi tout le monde sur la table.